Salut, bienvenue sur Love Light. Salut, bienvenue sur Love Light. On démarre cette nouvelle émission aujourd'hui en direct du Salon de la Photo, édition 2023. Une émission dédiée aujourd'hui à la marque Canon et avec un invité exclusif, le Turc. Je vais d'abord présenter mes invités. Je suis en compagnie d'Alban. Bonjour Alban. Salut Alex. Ça va ? Moi je suis content, je suis dans mon élément. Voilà, alors on tourne cette émission en direct avec le public autour. Faire du live, c'est difficile de faire mieux. On va recevoir nos invités. Alors j'ai avec moi Clérane de Villars. Bonjour Clérane. Clérane, directrice du marketing de Canon. J'ai également Sébastien Corlouer, chef produit de la marque Canon sur toute la lignée. Et puis notre invité de marque aujourd'hui, un grand merci d'être avec nous, le Turc. Merci Love Light. Photographe Canon. que l'on connaît bien entendu depuis de longues années. On aura l'occasion d'en parler plus en détail et de voir avec toi un petit peu ton travail. Mais avant tout, je voudrais d'abord commencer, puisque c'est une émission dédiée à l'image, puisque la thématique d'aujourd'hui, c'est est-ce que la technologie a fait progresser l'image d'une manière générale. Et aujourd'hui, moi, je voulais avoir un petit peu la vision de Canon France à travers justement cet élément. Avec quand même Canon, vous avez en fait un slogan aujourd'hui que vous avez mis en place depuis quelques temps, qui exprime finalement bien toute la panoplie de ce que vous êtes capable de faire. Never break your flow. On est d'accord, c'est ça ? Alors en anglais, Never Break Your Flow, on l'a dans le dos même pendant toute la durée du salon et sur le stand. En français, on l'avait traduit en garder le rythme. Garder le rythme, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est de se dire que Canon, grâce aux technologies qu'on utilise, on va apporter le produit qui va être parfaitement adapté à l'usage. Et en fait, on va vraiment aider tout type d'utilisateur, qu'il soit professionnel, créateur de contenu, photographe, vidéaste, à s'exprimer de manière la plus fluide possible et à mettre en avant toute sa créativité artistique sans être bloqué à aucun moment dans son processus créatif. Donc on a vraiment cet aspect, j'allais dire déjà, de base ancré chez Canon. Alors ça m'amène justement à cette panoplie en fait que vous avez, puisque Sébastien, tu es un exemple très concret, puisque toi tu es en charge justement la gamme produit, entre guillemets. Alors justement, on parlait de ce workflow finalement, de tout ce chemin. Quels sont-ils chez Canon ? Alors aujourd'hui, tu as la prise de vue effectivement qui a commencé avec les boîtiers photo, que ce soit des boîtiers grand public ou des boîtiers professionnels. Sur l'ensemble du système R, aujourd'hui, on a ramener les technologies professionnelles qui sont disponibles sur le R3 par exemple sur des boîtiers grand public. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui débute en photo bénéficie de la même technologie en termes d'autofocus notamment pour détecter les animaux, les humains, les voitures et d'autres véhicules. Donc ça permet de vraiment faciliter déjà cette prise en main. Et ensuite, on va évoluer progressivement vers des solutions d'impression où là aussi, on amène des solutions facilitantes avec des logiciels qui vous permettent d'éviter de calibrer. Avant, je ne sais pas si tu as imprimé par le passé, mais c'était vraiment quelque chose de compliqué pour les gens. Acheter une imprimante photo, c'était une étape extrêmement compliquée. On a rendu ça extrêmement simple avec des outils aujourd'hui qui permettent même d'éviter de calibrer son imprimante, de calibrer même un écran, puisqu'on peut imprimer des planches contact et choisir la bonne photo telle qu'on l'imagine et qu'on la veut. Et du coup, juste avec un petit réglage sur l'ordinateur, elle sort comme on l'a imaginé. Et alors justement, je profite parce que j'ai les petits messages qui commencent d'arriver. Donc je vais juste te dire bonjour à nos auditeurs, téléspectateurs. Il y a Thomas qui est là, il y a Marcus. Marcus qui me dit « Ah, hier l'émission n'a duré que 40 minutes ». Eh ben oui, parce qu'il y a des gens qui ont des impératifs. C'est comme là ce matin, on a décalé un petit peu le temps de l'ouverture un peu du salon. Je vous le dis, vous qui êtes en live, qui êtes de l'autre côté, qui regardez le live sur la chaîne Love Light et sur le salon de la photo, vous pouvez nous poser toutes les questions, puis je pense que vous y répondrez sans aucun problème et sans aucune langue de bois. Allez, c'est parti. Merci Alban pour ce témoignage. Je voudrais revenir à Clérane. Clérane, aujourd'hui, Canon France, donc bien implanté bien entendu, avec effectivement une gamme expert, une gamme grand public, une gamme très pro, tout le flux. Moi, je voudrais savoir s'il y a une différence fondamentale entre une filiale française, par exemple, et une filiale européenne. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus mis en avant que d'autres ? Comment ça se passe ? C'est une bonne question. Alors, chez Canon, on est séparé en grands blocs, on va dire, qui sont l'Asie, Europe, Moyen-Orient, Afrique et les États-Unis.
et Amérique au sens large. Il y a eu, je pense, plus de différences dans le passé que maintenant, notamment sur la partie form factor, notamment sur certains produits qui partaient plus vite, plus facilement dans certains pays. Je pense par exemple, je ne sais pas, à l'époque Allegria Mini, qui avait bien fonctionné en France, qui avait plus de mal dans d'autres pays. Il y a certains comportements ou usages qui peuvent être différents selon les pays. Je pense que maintenant, ça s'est plutôt amoindri, ces différences-là. Et après, on peut avoir vraiment des spécificités, parce que chaque pays a son équipe marketing, commercial, communication chez Canon, et du coup va gérer différemment ses investissements pour atteindre le mieux possible les spécificités du pays et des consommateurs. On a par exemple en France, alors je dirais au niveau Europe, mais particulièrement en France, un énorme succès avec les selfies, les petites imprimantes à sublimation thermique 10-15, des imprimantes photos qui sont sur notre stand, qui fonctionnent extrêmement bien depuis des années, particulièrement bien en France, parce qu'on pense qu'il y a une appétence particulière à faire un album, à imprimer, à avoir vraiment cet objet en face. Donc ça peut être des petites spécificités comme ça qu'on peut garder dans les pays, mais globalement c'est relativement proche. Et justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'on imprime de plus en plus? Est-ce que ça revient vraiment? Est-ce qu'il y a une explosion? Alors nous, ce qu'on voit, c'est, on va dire, on a une gamme d'impression qui est extrêmement large. De la même manière qu'en photo, on va essayer d'adresser chez Canon tous les différents types d'usages. Donc on va adresser l'usage des petites imprimantes, que ce soit 10-15 ou impression carrée par exemple avec de la sublimation thermique. Et ensuite on va aller sur de la jet d'encre, que ce soit impression en bouteille ou impression encre. Et ensuite sur toute la panoplie entreprise aussi, dont notre équipe s'occupe d'une partie. Et après on a toute la partie B2B de Canon qui va gérer encore des imprimantes beaucoup plus spécifiques. Donc on va dire que selon les usages, on a des réactions qui sont différentes. On a bien sûr eu un pic d'utilisation pendant le Covid des imprimantes. Et là, on a une vraie spécificité. L'impression créative est vraiment appréciée. Donc le côté faire imprimer sur des papiers, que ce soit aimanté, sur des papiers autocollants. Donc on a tout cet aspect-là qui a pas mal évolué ces dernières années et qu'on soutient beaucoup. Alors maintenant, on va parler un petit peu concrètement de photographie avec toi, le Turc. Tu as la gentillesse d'être présent aujourd'hui. Je voudrais qu'on passe un petit peu en revue d'abord ton parcours personnel. Donc là, on te voit sur une image où on voit ton portrait. Qu'est-ce qui t'a amené au monde de la photographie et ça fait combien de temps? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. C'est le hasard qui m'y a mené. J'ai l'impression, comme pas mal de photographes d'ailleurs, je venais de l'image, c'est-à-dire du dessin. Et j'ai découvert la photo à une époque où j'étais plongé dans une bande dessinée. Je bossais dans un centre culturel dans lequel il y avait le fondateur du lieu avait monté un petit studio photo. Il m'a dit un jour, tiens, ça te dit pas d'assister à un shooting? Il shootait des nanas à poil, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis ça s'est fait comme ça. Il m'a dit vas-y, on doit fermer le lieu pour 6 mois. Je te paye à faire des photos et on ouvre le lieu avec notre expo. Et je me suis dit 6 mois payés à faire des photos. C'était pas du tout ma discipline. Je me suis dit vas-y, on va apprendre et puis voilà. Et ça, c'était en 2009. 2009. Alors, on va passer un petit peu en revue ton travail parce qu'il a le mérite d'être absolument incroyable. Il a le mérite d'être très très haut. Ouais. Là, on te voit donc sur une séance de shooting. Tu nous en dis quelques mots? Ça, c'est la première séance que j'ai fait dans mon nouveau studio. Donc j'avais de la place, donc je me suis fait plaisir. Et c'était juste une petite revisite de Alice au pays des merveilles. Voilà, oui, très bon souvenir. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que non seulement tu shootes, mais surtout tu crées tes décors. Ouais, en fait, moi, ce qui m'a plu dans la photo, c'était de recréer un petit monde. Et donc, c'est venu en même temps. C'est-à-dire qu'au début, on va chiner à droite à gauche, on va dans les brocantes, on essaye de bidouiller quelque chose. Et puis, petit à petit, on se dit, tiens, mais il y a moyen de construire un vrai petit monde à nos modèles, quoi. Et donc, voilà. Et là, on est sur une autre séance de shooting, j'imagine? C'est la même. Ça a duré 2 jours, en fait. Il y avait 3 modèles. D'accord. Et puis il y avait un décor qui avait, on va dire, des petites alcôves comme ça où on pouvait faire des mini décors au sein de ce grand décor. Et voilà. D'accord. Là, on voit un petit peu ton travail pour ceux qui ne te connaissent pas. Un travail toujours très coloré.
avec une lumière toujours très diffuse, j'ai l'impression. Tu me rattrapes si je me trompe. C'est un petit peu ta marque de fabrique en fait. Bah, la couleur, oui. Après, comme je disais, Il est né dans les années 80. c'est ça, quand on a grandi dans les années 80-90, bercé par le dessin animé et par la pop culture américaine, c'était blindé de couleurs partout. Et effectivement, moi, mes yeux sont marqués par cette ambiance de film popcorn des années 80-90 où il y avait à la fois des lumières fortes, à la fois toujours un peu de fumée qui sortait de la bouche d'égout devant les bagnoles, etc. Donc, Pour ceux qui ne te connaissent pas, retouche par retouche, toute la lumière est faite en studio. Comment tu travailles? retouche, pas plus, pas moins que n'importe quel photographe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a forcément un contraste, un petit peu de correction sélective. Et puis voilà, s'il y a un câble qui traîne, on l'enlève. Et des fois. Mais voilà, moi, le jeu, c'est de tout ce qu'on peut faire en studio, de le faire en studio parce que d'une part, c'est plus rigolo. Et puis en plus, même si c'est imparfait, il y a un vrai charme. Je dis toujours que je préfère faire un nuage en polystyrène vite fait plutôt que de le faire en montage plus tard sur Photoshop, quoi. Oui, c'est vraiment ta marque de fabrique là-dessus. Et bien entendu, tu es entre nos deux amis de Canon, c'est pas anodin, puisque Sébastien, je crois que tu peux aujourd'hui dire effectivement que... On a le droit de le dire. On a le droit de le dire. On peut effectivement le dire. Donc Sébastien Le Turc nous rejoint Canon en tant qu'ambassadeur de la marque officiellement. Et donc on est très content qu'il nous rejoigne parce qu'il a non seulement un profil photo, et on y reviendra peut-être après, mais il s'est mis depuis peu à la vidéo, avec un talent au moins aussi grand que la photo, en gardant son univers, ce qui est quand même assez dingue, parce que pour l'avoir vu shooter en vrai, je peux attester que tout ce qu'il dit est vrai. Tout est fait à la prise de vue, à tel point que même nous, quand on fait une photo, on se dit waouh, c'est génial. Alors oui, un peu de travail derrière, mais en tout cas, déjà à la prise de vue, il y a 90% du travail qui est fait, et il est extrêmement méticuleux pour ça. Et donc voilà, on est vraiment très fiers de l'avoir avec nous. J'ai une question justement qui arrive sur YouTube, sur la chaîne Love Light. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner, hein, mettez des pouces, tout ça, n'hésitez pas. Et hop là, ça On c'est le dira fait. jamais assez. Voilà. Une question pour toi, on me demande, c'est LP81, qui me demande, tu as toujours travaillé avec Canon, avec des appareils Canon, et est-ce que tu es photographe de formation ou tu as appris différemment? Et non, en fait, c'est Canon et la rencontre s'est faite. Je bossais sur une marque concurrente, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Et en fait, je bossais quand même chez Canon, même si je n'étais pas équipé chez Canon. Au bout d'un moment, on m'a dit, vas-y quand même, ce serait bien que tu aies un boîtier Canon autour du cou. Ça se fait petit à petit comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec eux et ça fait depuis 2016 en gros, 2015-2016. Et c'était quoi l'autre question Et l'autre question, est-ce que tu es photographe de formation? Non, je suis musicien de formation, rien à voir. D'accord, ok. Quel instrument? J'ai fait du piano et surtout je voulais faire de la musique de film, donc je me suis formé à la composition, l'orchestration, etc. Alors c'est là que tu vas rebondir. Exactement, Voilà. tu m'amènes sur ta deuxième partie et la deuxième corde, ou la 12e, je ne sais pas, corde que tu as à ton arc, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, tu es parti de la photo et petit à petit, tu es en train de basculer vers le cinéma. Alors, tu es passé par des séries plateformes et tu vas de plus en plus dans le cinéma, c'est bien ça? En gros, le glissement s'est fait naturellement, c'est-à-dire que dès l'instant où on aime raconter des histoires, dès l'instant où on a un décor devant les yeux, l'étape d'après, c'est que les personnages se mettent à bouger, etc. Donc, je suis passé d'abord par le clip, qui est vraiment un terrain naturel de jeu, en fait. C'est-à-dire on est un peu soumis à la narration, mais pas trop. C'est vraiment un terrain d'expérimentation vraiment marrant, le clip. Et puis, bien là, ça va de plus en plus vers les projets qui arrivent cette année, c'est de la fiction, soit ciné ou soit pour les plateformes. Voilà. C'est ça, d'accord. Je voudrais maintenant parler un petit peu matériel parce que je rappelle que la thématique, c'est quand même est-ce que la technologie fait évoluer l'image et la photographie. On aura l'occasion, je voudrais avoir ton avis tout à l'heure, le Turc. Sébastien, moi je voudrais que tu puisses nous parler un petit peu des innovations technologiques qui sont arrivées. On va commencer par la partie appareil photo. Il y a quand même quelques grandes innovations que Canon d'ailleurs a amenées. Je voudrais que tu nous en dises quelques mots là-dessus.
Oui, sur ce stand en particulier et depuis maintenant 5 ans, Canon a lancé le système EOS R, donc qui est le descendant de ceux qu'on avait avant, de nos réflexes, et qui a une vraie plus-value, puisqu'aujourd'hui on n'a plus de miroir et donc la mise au point se fait directement sur le capteur, et en fait ça ouvre un champ des possibles qu'on n'avait pas jusqu'à présent, puisque le capteur capte directement l'image, le processeur derrière peut travailler directement, et donc on va avoir des performances d'autofocus qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'à présent. Et la plus grosse innovation qui est arrivée avec ces hybrides, c'est effectivement l'autofocus, la détection des humains, la détection des animaux, la détection des véhicules maintenant, et la combinaison un petit peu de tout ça, puisqu'aujourd'hui si vous prenez un motard en détection des véhicules, l'appareil est capable d'attraper la moto. Une fois qu'il a attrapé la moto, il sait que c'est un motard, il va attraper le casque du motard, et si on y arrive, il ira jusqu'à chercher l'œil. Alors tu parles de la détection effectivement faite par le logiciel. Il y a une autre innovation qui a été apportée par Canon, c'est en termes d'interface homme-machine, puisque l'autofocus, cette fois-ci, est pilotable non pas avec un joystick qui se trouve sur l'appareil, même si c'est toujours le cas, mais il y a une autre innovation qui est la partie optique. Oui, on a effectivement sur le R3 la possibilité de faire la mise au point directement avec son œil. Aujourd'hui, quand vous faites le point, vous déplacez votre joystick pour faire bouger votre collimateur. Sur les technologies réflexes, vous choisissiez votre collimateur en amont. Là, vous pouvez le bouger en direct, donc vous le voyez évoluer. Et avec le R3, effectivement, il vous suffit de regarder un endroit et le point va se faire. Donc si je regarde Alban, le point va se faire. Si je garde le point reste sur Alban. Si je te regarde toi, que je lâche mon déclencheur et que je rappuie, le point sera sur toi. Ah, Alban est souvent au point. Alors moi j'ai la chance d'avoir un R3 personnellement. Alors t'en as deux, un qui est plutôt Canon, ici un autre qui est d'une autre marque. Donc ça nous arrive de nous fighter un peu, de dire oh, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Moi j'ai testé justement avec le R3 à l'œil. Au début c'est un peu déroutant et très très vite en fait tu arrives à choper le truc. Tu vas à une vitesse incroyable. Et notamment, j'adore faire des photos un peu plus sportives, on va dire, ça va très très vite. Mais vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as le R3, R5. Non, le R5. R5, c'est... Je t'invite à aller essayer le collimateur, voilà. Et je rebondis juste un petit truc parce que j'ai une question qui est arrivée. Tu sais, tout à l'heure, tu nous expliquais que tu étais musicien, etc. Si tu avais fait une formation ou pas. Et là, on me demande en fait comment tu en es venu à faire de la photo pro avec tout ce que tu nous disais et tout ce que tu nous, en partant de la musique, etc. Je bascule sur la photo comment ? Une fois que En fait, que je termine l'histoire. Quand j'étais dans ce centre culturel, j'ai joué le jeu. J'ai pris des photos au sein de ce centre-là en étant payé, etc. Puis ça m'a tellement pris. En fait, dès l'instant où je me suis dit, tiens, les envies de narration que j'avais en BD, je vais les transmettre dans la photo. Là, c'est ouvert vraiment un vrai champ des possibles. Je me suis dit, ok, il y a vraiment un truc à faire avec la photo. Et en fait, je me suis mis à mon compte tout de suite. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, il y a une immédiateté de production avec la photo qu'on ne retrouve pas finalement dans la musique ou dans le cinéma ou même dans le dessin. C'est-à-dire que ça va très vite, on a une idée et en une semaine, pour moi, on a monté le set et sa photo est faite, quoi. Une question pour tous les trois. Il y a énormément de gens qu'on croise ici sur le salon qui sont des amateurs avertis. Certains ont basculé justement pro. Est-ce que sur le stand de Canon, il y a des gens qui vous disent je viens m'acheter un R3 parce que je veux devenir pro, ou un R5, enfin peu importe, ou c'est le matos qui fait le pro, ou c'est l'envie et la passion qui va faire que je vais m'acheter du matos pro? C'est une question pour tous les trois et j'aimerais bien aussi avoir ton retour. Alors je vais te donner ma double vision, celle de responsable produit et de photographe. Non, c'est pas le matos qui fait le photographe, puisque le matos est là pour te servir et c'est un outil qui te permet d'accéder à ce que tu as imaginé, à ce que ton œil voit, à ton cadrage, etc. Plus tu vas monter en gamme, plus le boîtier va devenir un outil facilitant et de précision. Sur des boîtiers entrée de gamme, aujourd'hui tu as la technologie des boîtiers professionnels, donc tu n'es pas handicapé par ça.
mais il est un petit peu moins ergonomique, il va être un peu plus long à appréhender parce que souvent les personnes veulent aussi des boîtiers compacts, donc forcément tu mets pas une grosse roue derrière, voilà. Et plus tu vas monter, plus tu vas avoir des outils facilitants, des prises, des systèmes qui vont te permettre de faciliter ton travail. Typiquement, hier on a eu une question de quelqu'un qui veut devenir photographe de sport, qui veut aller sur les terrains de sport. Un des critères, c'est de pouvoir transmettre tes photos. Et là, forcément, oui, tu peux le faire avec un R6 Mark II, mais ça va être un peu compliqué. Et un R3, lui, il a la prise Ethernet, et forcément, c'est beaucoup plus facile. Alors toi, le Turk, juste pour finir le tour, Alex. En fait, non, je vais répondre comme Seb. Évidemment, c'est pas le matos qui fait le talent, tout simplement. Mais par contre, dans le parcours d'un créateur, on va buter plusieurs fois sur des limites. Elles sont souvent personnelles, techniques, techniques au sein de, les techniques qu'on acquiert. Et à un moment donné, une fois qu'on a suffisamment progressé soi-même, on va tomber sur des problèmes qui sont purement techniques et qui sont là dû au matériel, c'est-à-dire on cadre bien, on a l'œil, etc. Et puis, à cette étape-là, je dis que le matos, il compte parce qu'en fait, il manque plus que ça pour franchir d'autres étapes. Et voilà. Et il y a Fabien Floch qui nous dit, tu te sens plus artiste ou artisan de la photo ? Je me sens photographe, je sais pas. Artisan, oui, parce que je passe plus de temps avec une perceuse à la main qu'un boîtier, finalement. Mais moi, artisan, ça me va bien. Mon père était artisan, c'est noble. Hein. Bien sûr. Sébastien, tu parlais justement de cette évolution du matériel où on part d'un boîtier, on va dire expert, voire grand public, jusqu'au boîtier pro avec un form factor très particulier. Moi, je voudrais que tu parles du programme professionnel de Canon, puisque vous avez en fait adapté des offres pour justement les pros, pour répondre à une exigence qui est extrême. Oui. Dis-nous quelques mots là-dessus. C'est le programme CPS. On a à cœur, effectivement, depuis des années et des années, d'accompagner les photographes professionnels sur le terrain. Donc là, typiquement, actuellement, on les accompagne sur la Coupe du Monde de rugby. Sur un certain nombre de matchs, on est présent pour nettoyer les boîtiers, pour leur prêter un boîtier de secours parce qu'ils ont cassé leur boîtier. Typiquement, petite anecdote, mais il y a un photographe qui s'est fait piquer son boîtier, qui a demandé à un autre photographe de lui prêter, qui lui a filé un vieux coucou qui date de... Enfin, quand on l'a vu, c'est une pièce de musée qui ne fonctionnait pas. Et lui, il est sur le terrain, il est accrédité et il ne peut pas travailler. Et donc, on était là, justement, pour lui prêter du matériel pour qu'il puisse faire son reportage. Quelles sont les offres Les offres, aujourd'hui, elles sont déjà dédiées aux professionnels. C'est un petit changement. Le programme a un petit peu évolué cette année, qu'il est maintenant dédié aux professionnels au sens large. Il faut disposer d'un numéro de SIRET pour pouvoir s'inscrire. La volonté, c'est vraiment d'apporter un service premium aux professionnels qui ont besoin de leur boîtier pour travailler. Pas forcément un code APO ou un code NAF dédié à la photographie. Il faut simplement être professionnel avec tu peux être cuisinier, faire des photos pour ton bouquin parce que tu as envie de le faire toi. Dans ce cas-là, tu peux t'inscrire. Ensuite, tu as effectivement 3 offres aujourd'hui qui sont Silver, Gold et Platinum. Ces offres, elles ont un prix qui est de 100, 200 et 350 € et qui va t'offrir un service différent en fonction du palier dans lequel tu es. Le palier, il est évolutif, c'est-à-dire qu'il va être aussi dépendant de ton matériel. Donc plus tu as de matériel, plus tu peux accéder au statut Platinum. Tu n'es pas obligé de prendre le statut Platinum, tu peux rester au Silver si ça te convient. Ce qui est important de savoir, parce que les gens se sont arrêtés au fait que c'est payant, le montant que vous versez, il vous est remboursé quand vous allez faire un entretien de boîtier, quand vous allez remplacer un capteur. Un capteur, aujourd'hui, s'il vous coûte 500 € parce qu'il a pris un laser, en fait, si vous êtes Platinum, vous ne paierez que la différence. Les 350 premiers euros sont défalqués de votre facture. Donc c'est presque, c'est pas une assurance, mais c'est presque ça sur l'entretien du matériel. Et la volonté qui est derrière ça, c'est aussi de faire comprendre aux photographes qui sont souvent dans le feu de l'action en permanence. Encore une fois, le boîtier, c'est votre outil de travail. Faites votre révision, prenez-en soin. Et quelque part, en ayant mis déjà un peu d'argent, ça va aussi aider de se dire oui, je vais envoyer mon boîtier. Et je l'ai vu plusieurs fois hier, quelqu'un qui me dit ouais, mais là je viens de casser mon optique.
je peux pas m'en passer, comment je fais Un Et service du coup, pro. en étant Platinum, le délai d'intervention il est beaucoup plus rapide parce que D'accord. vous êtes prioritaire. Très bien. Cléran, je voudrais revenir à toi. Tout à l'heure, Sébastien parlait, par exemple, vous faites une opération dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Quand on est directrice du marketing d'une entreprise comme Canon France, qu'est-ce que ça représente comme mise en place, comme énergie quelle est la stratégie, quelle est ta réflexion au quotidien? Moi, je voudrais avoir un petit peu l'avis de la professionnelle qui est confrontée à ce genre de situation. Alors, quand on est une filiale commerciale, Canon France, donc on est rattaché au siège européen. Il y a plusieurs choses. D'abord, on peut avoir beaucoup d'activités qui vont être locales, par exemple le salon de la photo, Montier-en-Der, Photobrac, des événements auxquels on va participer. Et dans ces cas-là, voilà, c'est une décision locale de participer, d'organiser les équipes, etc. Et après, on va avoir les événements notamment sportifs et notamment, comme le disait Sébastien, CPS, où vraiment c'est au-delà de l'entité France. C'est-à-dire qu'on se dit en tant que Canon, c'est de notre rôle et dans notre ADN d'aller soutenir les photographes professionnels aux endroits où ils en ont le plus besoin. Et donc on a des événements qui vont être mondiaux, on va avoir des événements qui vont être, donc par exemple la Coupe du Monde de rugby, d'autres événements qui vont être locaux, et du coup en fonction de la taille de ces événements, on va soit travailler en notre nom propre Canon France avec l'équipe CPS, donc on a 2 personnes qui sont vraiment dédiées au soutien aux photographes professionnels, et on a plusieurs personnes dans l'équipe qui sont aussi capables de venir en soutien en plus quand il y a besoin. Dans ces cas-là, on organise vraiment ça et on va vraiment décider de ces événements en amont. On fait des planifications sur un an pour être sûr, voilà, de choisir et de faire évoluer en fonction des besoins. Et après, les événements qui sont plus, plus lourds, comme la Coupe du Monde de rugby, on va travailler avec le siège européen. Et là, on va, en l'occurrence, aussi accueillir des membres CPS de Canon, des membres, des salariés Canon CPS qui vont venir de plusieurs pays dans le monde pour s'assurer qu'on ait plusieurs langues représentées, parce que les photographes, il faut absolument qu'ils soient à l'aise quand ils ont une demande extrêmement urgente et qu'on soit très réactive. Et donc là, on va vraiment avoir un pool de soutien qui ne sera pas que français, mais sachant que c'est le pays organisateur. Et là, on va être particulièrement présent dans l'organisation. Et là, on parle de mois d'organisation facilement pour avoir toutes les équipes prêtes et puis disponibles dans les différentes villes. Et là, on est vraiment sur du travail millimétré pour être sûr d'avoir les bonnes personnes au bon endroit pour les matchs. Notamment, on couvre une vingtaine de matchs de la Coupe du Monde de rugby. C'est un vrai travail d'équipe, c'est-à-dire que ça s'organise avec l'Europe. Quand c'est sur le territoire d'un pays, en général, les membres CPS du pays, comme ils connaissent le terrain, ils vont donner des informations pour aider à l'organisation. C'est un travail vraiment d'équipe. CPS, c'est 2 personnes en France. Et moi aussi, un peu. Mais en fait, c'est une très très grosse équipe derrière dans tous les pays. Et alors la machinerie qui va se mettre en place quand il va y avoir les Jeux Olympiques, j'imagine qu'elle doit être redoutable. Alors pour l'instant, on n'est pas encore dans le sujet JO. Je peux parler du passé. D'accord. Ok. Où globalement, on est en soutien des gros événements sportifs, quels qu'ils soient dans le monde. Et donc nous, on a plutôt les expériences des JO précédents, où là, effectivement, selon le pays qui organise, est beaucoup plus présent dans l'organisation. Mais ensuite, c'est une machine qui est extrêmement bien rodée parce que on sait de combien de personnes on a besoin selon les entités. Il y a une vraie différence qui peut se faire en fonction des organisations et ça dépend vraiment. Par exemple, les JO de Londres ne sont pas du tout organisés de la même manière qu'en France, qu'en Chine, etc. Donc est-ce qu'il y a un pôle où tout le monde est regroupé? Est-ce que c'est éclaté dans différentes villes? Et après, c'est vraiment du Tetris pour être sûr qu'on réponde. Donc c'est très anticipé. Mais tout ce qui va aller là-dedans, c'est de se dire qu'on soit pertinent au bon endroit au bon moment pour être sûr que dès qu'il y a un grain de sable pour le photographe pro, on soit capable d'y répondre. Et ça peut aller aussi plus loin parce qu'on est présent aussi dans le broadcast, par exemple, donc dans les optiques que vous voyez, par exemple, à la télévision. Et donc on va avoir effectivement ce type de services aussi qui sont proches de ce qu'on peut faire en photo, mais qui sont très spécifiques au broadcast. Okay. Petite question, quel va être ton taf pour les JO avec Canon? Est-ce que tu vas faire des choses en rapport avec les JO? Est-ce que tu as déjà une idée de te dire je vais monter quelque chose autour du sport, des sports, monter un décor spécifique? Est-ce que je viens Canon, voilà, c'est ça. Mais c'est pas ma spécialité, la photographie de sport en tout cas.
mais l'univers, on peut essayer de créer peut-être quelque chose. Je viens de vous donner une idée à tout ça. Là, ça y est, là, on est parti. D'ailleurs, on va peut-être y aller. On va en parler. On va aller bosser maintenant. Et c'est quoi qu'est-ce que vous attendez d'un ambassadeur, d'un photographe ambassadeur? Est-ce qu'il est libre, complètement libre? C'est lui qui vous propose? Est-ce que c'est imposé? Comment ça se passe? Alors, tu me compléteras si tu veux. Je peux commencer, tu me Vas-y. complètes. Alors, un photographe ambassadeur, c'est pour Canon, c'est déjà un référent sur son domaine de prédilection. Et c'est vraiment important pour nous. Après, on a donc le programme, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, on parle de plus de 120, quasi 130 ambassadeurs. 138, je crois, qu'on est en train d'annoncer parce que là, on l'a renouvelé. C'est un programme de 2 ans. Et en fait, on a beaucoup de photographes qui viennent nous voir. On a aussi un programme ambassadeur sur la vidéo. Et j'allais dire, c'est vraiment quelque chose dans les deux sens. On travaille avec énormément de photographes. Ça ne veut pas dire que tous ces photographes vont être ambassadeurs Canon. Ça a des spécificités propres. Et donc, un ambassadeur va prendre la parole au nom de Canon plusieurs fois dans l'année, peu importe le pays d'ailleurs, tu peux être n'importe où, au Moyen-Orient ou autre, en étant ambassadeur, en l'occurrence particulièrement en France, mais ça peut être dans n'importe quel pays. Et donc en fait, j'allais dire, il y a vraiment une prise de parole déjà au nom de la marque, mais de manière complètement libre. C'est-à-dire que tu vas continuer à utiliser les boîtiers, peut-être avoir accès à plus de produits. Et il y a aussi un rôle au moment des lancements produits notamment. Donc ça va être selon les types de produits qu'on va lancer. On va aussi s'adresser à nos ambassadeurs spécialisés pour avoir des remontées terrain beaucoup plus tôt que des professionnels classiques. Donc ça va aussi en amont. Dans cette extrême connaissance du produit, on va aussi se servir de toute la science de nos ambassadeurs pour aider au développement des futurs produits, par exemple. Alors là, je donne des... Après, ça peut aussi vouloir dire, pendant le salon de la photo, tu vas faire une conférence, expliquer ton environnement, mais après, on choisit les ambassadeurs nous choisissent. Il y a pas c'est vraiment dans les deux sens. Et la richesse, elle se fait dans la manière dont chacun a sa patte, chacun travaille de manière différente. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc on n'a pas du tout c'est une liberté totale à ce niveau-là. Et c'est ça qui nous intéresse. Sinon, il n'y a pas ce serait de la pub, pas d'un ambassadeur. Justement, on va terminer de parler de l'appareil photo pour continuer un petit peu à parler de notre gamme qui m'intéresse et qui nous intéresse aussi chez Canon, c'est la partie print. On va y revenir. Juste avant, le Turc, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as des focales de prédilection? Est-ce que tu as des objets que tu attentionnes particulièrement? Oui, en fait, j'ai... En plus, moi, j'ai jamais abordé la photo d'un point de vue technique. C'est-à-dire que je suis arrivé à la technique après. Et en fait, une fois que j'ai une focale, généralement, je la change quasi pas. Et là, en ce moment, j'ai le 24-70 de 8, avec lequel je fais tout, photo et vidéo. J'ai tourné des clips entiers avec ça. Et elle est d'une polyvalence hallucinante. D'accord. Donc ça quitte quasiment jamais mon boîtier, quoi. Ok, merci pour ce témoignage. Alors, on va continuer à parler un petit peu du matériel chez Canon. Et je voudrais qu'on aborde l'autre pan, puisqu'en fait, une photo, bien sûr que c'est magnifique de prendre une photo. C'est très très beau de la voir sur les écrans comme on le voit aujourd'hui. Mais moi, à mes yeux, une photo, elle doit exister tactilement parlant. Et c'est le print qui arrive et qui permet d'avoir ce genre de rendu. Chez Canon, vous avez toute une gamme d'imprimantes. Et puis vous avez même des petites nouveautés qui permettent de figer l'instant très rapidement. Sébastien, je te laisse nous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, on est la seule marque qui gère la chaîne de l'image d'un bout à l'autre, de la captation jusqu'à la restitution. Et donc c'est une vraie force parce que tout ça travaille en symbiose. Et effectivement, on a plusieurs gammes d'impression pour les photos. On va parler essentiellement photos. On a effectivement les selfies, les OE mini. Les OE mini, ensuite les selfies qui font de la sublimation thermique, ce qui te permet d'imprimer des photos de très très bonne qualité. C'est ce qu'on a là? Non, là, j'ai pas amené de print ici, mais ils sont sur le stand. Là, j'ai pris mes petits satellites disponibles. Donc ça, c'est vraiment des imprimantes nomades qu'on peut emmener partout.
pour faire des souvenirs. On a des photographes qui les emmènent en voyage pour donner des photos aux gens. Ils prennent des portraits en Afrique, par exemple. C'est quelle heure de prix, ça? On est sur un petit peu plus d'une centaine d'euros. D'accord, oui, Voilà. donc c'est très abordable. Oui, oui. Et donc pour parler après de ce qu'on a sur le stand, on va avoir une G650 qui est une imprimante à bouteille qui a été développée exclusivement pour faire de la photo. Sa particularité, c'est qu'elle a une cartouche rouge et une cartouche grise. C'est des cartouches qui vont permettre d'augmenter ton gamut de couleurs et tes contrastes. Donc ça va t'offrir déjà une qualité photo supérieure à ce qu'une imprimante classique pourrait faire. D'accord. Et ensuite, on va monter sur des imprimantes Pro Photo avec la Pro 200, Pro 300 et Pro 1000. Et donc, c'est des budgets qui vont augmenter avec les machines. La Pro 200, c'est des encres à colorant. Donc, on est sur un budget qui est autour de 600 euros. Ça monte jusqu'au A3+, déjà, donc ça fait des beaux tirages. Moi, ce que je dis aux gens, c'est quand vous allez faire un certain nombre de A3+, il va commencer à falloir penser de déménager parce que quand vous allez tapisser vos murs, il va falloir un peu de place. Ou alors, il faut tourner régulièrement ces photos. Et après, on a la Pro 300 et la Pro 1000 qui sont des cartouches encre pigmentaire. Donc, on est sur un niveau de qualité encore supérieur. 10 cartouches pour la Pro 300, 12 pour la Pro 1000. La Pro 1000, on est sur une machine avec des gros réservoirs, 12 cartouches. On est sur une machine qui est déjà pré-professionnelle dans une optique plutôt de faire du tirage d'art, de le vendre, de le commercialiser. On est sur des logiques plus de rentabilité derrière. Oui, avec un format qui va jusqu'à A2. Jusqu'à A2, oui, exactement. Ça, oui, d'accord. Et sur ces imprimantes-là, la vraie clé, souvent il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est le logiciel qui est derrière, qui est Professional Print Layout. Alors quand on lit le nom comme ça fait peur, mais en fait c'est quelque chose d'extrêmement facilitant pour les photographes. Je le disais tout à l'heure, imprimer c'était compliqué. Mes premières heures d'impression, quand je me suis dit tiens j'ai envie d'imprimer parce que c'est une vraie étape pour les photographes. Oui, en fait, pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le système, au lieu d'avoir un Photoshop et de balancer, entre guillemets, les liens, les drivers, etc., c'est un logiciel, on prend l'image, on la pose, oui. et on s'occupe de rien. Tu traites ton image dans ton logiciel de traitement favori. C'est ça. Ensuite, tu l'envoies dans ce logiciel-là. Voilà. Et là, il y a une deuxième étape, c'est de faire naître ta photo. Et pour faire naître ta photo, tu as plusieurs clés. Tu as le choix de ton papier, on en parlera tout à l'heure, nous, sur le stand. Le profil ICC. Le profil ICC de ton papier pour qu'en fait, ton imprimante réagisse à la perfection avec le papier, que ce soit du papier Canon ou du papier d'une autre marque. Et ensuite, tu as plein de petits outils qui vont te permettre de faire les petits ajustements. Et ce logiciel permet de faire, en fait... de faire naître ta photo, vraiment comme tu l'as imaginé, parce que on en parle souvent, la chaîne colorimétrique est importante. On calibre nos écrans et avant on calibrait les imprimantes. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de calibrer nos imprimantes. Alors tu peux si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé. Tu sors ta planche contact et tu as 30 photos qui apparaissent avec des différentes déclinaisons de couleurs. Un peu plus de vert, un peu plus de jaune, un peu plus de rouge, et ça descend comme ça. Et la même chose en luminosité contraste. Et du coup, après, tu choisis ton réglage très précisément et ta photo sort exactement comme tu l'as imaginé. Alban. J'ai quelques questions qui tombent sur YouTube et d'ailleurs, merci à vous qui nous suivez. C'est très sympathique. Merci pour vos questions. Alors, Tito me demande, alors deux questions, je vous les livre en vrac, vous allez tous pouvoir répondre. S'il fallait faire un résumé, en quoi la marque Canon se différencie sur le marché de la photo versus la concurrence et les innovations technologiques qui sont souvent équivalentes? Le coût, la technologie, si on devait faire une espèce de résumé en punchline. Et enfin, il y a Marcus qui me demande, est-ce que les ambassadeurs Canon peuvent également utiliser des boîtiers d'autres marques que Canon? Les boîtiers, non. Mais Canon ne fait pas encore d'éclairage. Donc je peux utiliser des éclairages d'une marque. Mais en fait, non. Enfin, puis ils font tellement de trucs en vrai que tous les films qui vont venir seront tournés avec Canon, les photos aussi. Donc, Voilà, pour la réponse, ça c'est pour Marcus. Et sur l'autre question, voilà, les grands points différenciants. Je sais que c'est dur comme question, mais les gens, c'est vrai qu'ils se posent la question, je veux acheter un marque A, marque B, marque C. Lequel je choisis? C'est souvent une histoire de budget.
Oui et non, parce qu'aujourd'hui, en tout cas chez Canon et les autres marques aussi, on a amené la technologie dans des boîtiers très entrée de gamme. Un R50, on est sur 1000 €. Aujourd'hui, le R100, j'ai plus le prix en tête, mais on est en dessous des 1000 €, bien en dessous. Et donc, le budget, ça reste un budget, hein, j'ai pas de... On va pas se mentir, mais ça a été rendu accessible. Aujourd'hui, les optiques grand public de notre gamme, elles sont toutes, à part une, elles sont toutes en dessous de 1000 €. Et elles font déjà un excellent travail. Effectivement, après, on va pouvoir monter sur des optiques plus importantes. Après, si je devais donner un argument, je pense que c'est le savoir-faire de Canon en termes d'optique. Et aujourd'hui, le travail qui se fait entre nos optiques et nos boîtiers qui travaillent en symbiose parfaite, qui est un vrai argument. L'ergonomie de nos boîtiers, la facilité des menus. Voilà. Et peut-être ajouter qu'on est constructeur aussi, on construit nos capteurs, on construit. Donc en fait, on construit tout de A à ce qui Z, n'est pas forcément le cas de tous. Et en fait, du coup, ce côté construction de A à Z fait que tout est en symbiose. Une intégration. Et puis après, jusqu'à l'impression, mais vraiment côté appareil, il y a une Vous avez toute la chaîne. Exactement. Quand on disait on a toute la chaîne de l'image, on l'a réellement d'un bout à l'autre, c'est-à-dire que les capteurs sont Canon, tout est Canon. Et d'ailleurs, Et l'équipe France est très sympa. C'est quand même un atout. Et d'ailleurs, là, on est filmé avec des Canon. Ce sont les dernières EPTZ. Voilà. Oui, c'est le monde de la vidéo. Donc là, on a un R5C qui fait la passerelle à merveille, et les PTZ qui sont aujourd'hui des caméras robotisées qui permettent effectivement de faire de la captation avec un nombre d'opérateurs un peu moins important, de manière plus dynamique dans des espaces comme ça, sans avoir 12 cadreurs qui sont en train de faire des plans. Alors il y en a toujours, je l'ai vu tourner tout à l'heure. Oui, alors. Et c'est important aussi parce que ça fait des plans dynamiques. Donc la philosophie n'est pas là. Mais voilà, on a ces technologies-là aujourd'hui qui nous permettent de faire de la captation en studio avec moins de monde. Et on va en profiter juste nous de notre côté pour remercier Flo qui est avec un Steadicam, mais vous avez vu des images, c'est en direct, ça se passe en ce moment sur votre salon. Et voilà, ils ont un chef, des trucs, donc ça passe plutôt pas mal, c'est plutôt bien. On va remercier aussi à la régie notre réalisatrice, c'est Elisa, qui est là, qui fait un travail formidable depuis hier. On va remercier Laura qui est justement aux commandes des PTZ, donc qui gère toute seule, une personne qui gère les 5 caméras que vous voyez autour de nous, 2 à l'arrière, 2 côtés et une ici pour le contre. Et puis j'ai oublié personne. Jérôme. J'ai oublié celui qui fait le son, voilà. Bien sûr, et il est important, notre ami GG, voilà. Et en tout, pour faire cette émission, voilà, il y a 5 personnes. Il y a Magali aussi qui est là, et qui est un peu plus discrète, mais qui gère plein de petits trucs, tous les petits trucs qui sont essentiels. Aller chercher les équipes. Alors avant de terminer, parce qu'il nous reste encore 2 minutes, moi je voudrais terminer avec le Turc, parce qu'il nous a fait le plaisir d'être présent sur ce plateau. Moi je voudrais parler de ton travail et notamment de l'ouvrage que tu nous as amené ici. C'est ton dernier ouvrage, c'est un livre qui... Comment tu le qualifies? Qu'est-ce qu'il contient? C'est un résumé de 6 ans de photos. Voilà. Ah oui, quand même. Et on le trouve où? On le trouve sur mon site. Je vais nous rappeler l'adresse. On le trouve sur www.leturkshop.com. Très bien, ok. Et pour ceux qui veulent voir un peu tout ton travail, qui, je le rappelle, est vraiment impressionnant et c'est vraiment du vrai concentré de talent, et je ne le dis pas comme ça à la légère, je pense que vous ferez vraiment de beaux cadeaux, ou vous-même, si vous aimez bien entendu cet univers et ce monde un peu magique, sublime. Alban, le mot de la fin? Fin. Très bien. Bon, en tout cas, je voudrais, Cléran, merci d'être venu sur ce plateau. Sébastien également. On vous retrouve, merci, je le rappelle, donc, sur le stand Canon. Et le Turc, une continuité vers l'audiovisuel, tu nous l'as expliqué. Beaucoup de réussite. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Love Light. La prochaine, c'est ce soir à 18h. On va parler de photographie argentique. Allez, je vous dis à très vite. Salut Alban. Salut, merci à vous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions. On n'a pas répondu à toutes les questions, désolé, parce que ça tombe. Les personnes de Canon vont aller voir les commentaires et je suis sûr qu'elles le feront. Allez, à bientôt. Non, sur le stand. Et voilà, et allez les voir sur le stand. Ciao, bisous. Salut, bienvenue sur Love Light.